Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici à 42 pour écouter cette conférence dédiée au Bitcoin aujourd'hui. On l'a décliné évidemment aussi sur French Web, le magazine des professionnels du digital. Je fais un peu de pub. L'idée, c'est d'interagir avec 3 invités aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, de prendre vos questions. On va essayer de creuser un peu le sujet du Bitcoin, savoir si c'est une simple mode ou si c'est beaucoup plus que ça. Visiblement, c'est plus que ça. C'est tout l'intérêt aujourd'hui de cette conférence. Préparez vos questions en amont. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même les plus idiotes, entre guillemets, sont les plus pertinentes. Donc, je donnerai régulièrement la parole pendant la conférence à vous, directement. Je vais présenter tout de suite le panel des invités. Vous êtes loin de moi, dites donc. Pourquoi? C'est pour le slide qui va suivre, d'accord. Je me sens toute petite du coup. On va commencer par vous présenter. Donc, Philippe Rodriguez, vous êtes président de l'association Bitcoin France. Pardon Philippe, je vous regarde, excusez-moi. Il y a un Philippe. Vous êtes aussi président de la banque d'affaires Avolta Partners avec Patrick Robin, que nous connaissons bien. On va évoquer avec vous, notamment via un slideshare qui est très bien fait sur finalement ce qu'est le Bitcoin et ce que ça représente en termes de potentiel. À votre gauche, Gonzague Grandval, vous êtes CEO et cofondateur de Paymium. À votre droite, pardon, décidément ce matin. Cofondateur de Paymium, une plateforme propriétaire d'échange et également Bitcoin Central, c'est ça? On va revenir un peu après ce que c'est. Et puis pour l'aspect juridique, on a invité aussi Hubert de Vauplane pour les aspects plus juridiques, savoir un petit peu comment le Bitcoin peut s'intégrer aujourd'hui dans le système bancaire général. Il y a beaucoup de questionnements sur ce sujet, j'imagine. On va commencer avec vous, Philippe. Je crois que vous avez justement donc une présentation qui résume un peu ce qu'est le phénomène Bitcoin. Je vous laisse la parole. Merci Marion. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser la totalité de cette présentation parce que vous voyez le petit indice en bas à droite montre qu'il y a 41 slides. Et avant d'endormir tout le monde, je pense que je vais en passer une quinzaine, peut-être une dizaine seulement, ce qui va me permettre de faire une présentation en 15 minutes. Donc Marion, je vous propose de me faire signe quand j'aurai dépassé mon temps. Comptez sur moi. J'en suis sûr. Et ce qui permettra déjà d'avoir un support et en quelque sorte de placer le sujet et que l'on puisse démarrer là-dessus. Alors, je ne sais pas comment je passe les slides. Je dois faire signe à quelqu'un ou... Alors, est-ce qu'on peut soit avoir un petit... Ou alors je le fais ici. Je le fais ici, bien sûr. Ici, voilà. Très bien. Parfait. Alors, j'imagine que si je fais ça, ça va marcher. Voilà, je vous propose de faire le Bitcoin en 15 minutes. Tac, 15 minutes chrono, vous aurez peut-être pas tout compris, peut-être qu'il restera des questions et c'est une bonne opportunité, justement s'il reste des questions. Le Bitcoin en 15 minutes, c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Très rapidement, Bitcoin, parfois on voit écrit avec un grand B, parfois avec un petit b, c'est très important parce que Bitcoin c'est à la fois un protocole technologique, c'est un protocole qui a été créé, et en même temps on utilise Bitcoin avec un petit b lorsqu'on veut parler de l'unité de compte qui transite à l'intérieur de ce protocole et à travers ce réseau. Et donc vous voyez que la différence entre le grand B et le petit b, ce n'est pas une anecdote, c'est simplement pour bien mentionner que parfois, derrière le mot Bitcoin, eh bien, il y a 2 réalités, il peut même en avoir 3, parce qu'on peut parler du protocole, du réseau et de l'unité de compte. Donc c'est des choses assez différentes finalement et qui sont souvent représentées comme la même réalité. Donc je vous propose d'y réfléchir, c'est important de le considérer comme ça parce que c'est un bon point de départ pour comprendre ce que c'est. Ce que c'est tout simplement aussi un système qui permet de passer d'un transfert de propriété sécurisé d'un point A à un point B, Alice et Bob, hein, si vous codez, généralement on a toujours Alice et Bob, A et B. Eh bien ici on a la possibilité de le faire non plus en 4 points, c'est ce que vous connaissez avec la carte de crédit lorsque vous faites un achat chez un commerçant, ou bien en 3 points avec des systèmes dans lesquels on est abonné au même système et on va utiliser 3 points. Ici on est dans un système qui pourrait être considéré comme un système où il n'y a que 2 points puisque nous n'avons plus d'autorité centrale qui va permettre de faire ce transfert de façon sécurisée. C'est un peu le peer-to-peer, le pair à pair pour l'argent. Pour l'argent au sens une propriété, quelque chose que je possède et je suis capable d'expliquer que je vais transférer de façon sécurisée cette propriété. En quelques mots, si on devait le faire, le Bitcoin en 1 minute, on pourrait s'arrêter là. Et ce qui est intéressant, c'est que la base, et ce qui est parfois mal compris, c'est que la base en fait de Bitcoin, ça reste un protocole technologique.
c'est un tour de force technologique, c'est le mot de Bill Gates ici que je me suis permis de rappeler, et qui était de dire qu'à la base, on a un protocole qui fait partie d'une innovation technologique qui n'existait pas avant qu'il soit découvert ou qu'il soit inventé fin 2008 et qu'il soit implémenté début 2009. Ça n'existait pas auparavant, ça existe à partir de cette date-là. Donc pour ceux qui pensent parfois que le Bitcoin c'est simplement une sorte d'innovation marketing, une sorte de truc ou d'astuce qui serait seulement cela, eh bien on est obligé de s'inscrire en faux parce que derrière il y a une innovation technologique qui est importante. Alors comment ça marche? Alors on y va très rapidement. Vous avez une adresse Bitcoin. C'est quoi une adresse Bitcoin? C'est une clé publique qui vous permet finalement de pouvoir, un peu comme une adresse email, pouvoir dire à cet endroit-là, vous pouvez me transmettre de la propriété, donc des unités de compte dont je parlais tout à l'heure, le Bitcoin. Et puis par ailleurs, vous avez une clé privée. Et ben, ça ressemble un peu à son mot de passe sur sa messagerie. C'est ça qui permet de dire, eh bien, je vais pouvoir envoyer des Bitcoins. C'est ce que je vais pouvoir faire, comme le montre cette image. Ça change le monde, en un sens. Regardez cette photo que j'ai extraite en fait de la presse internationale. On est en Ukraine, sur la place Maïdan, et vous avez en fait des manifestants qui vont brandir un panneau pour pouvoir faire appel à d'autres personnes sur la planète qui vont pouvoir soutenir une cause et de pouvoir envoyer simplement à cette adresse ici qui est représentée par un QR code de l'argent, entre guillemets, de la valeur qu'ils vont pouvoir transmettre à cette personne pour soutenir une cause. Ça paraît être un détail, mais ce n'est pas un détail. C'est que dans ce pays, en ce moment, le système bancaire fonctionne extrêmement mal, avec une monnaie qui est difficile en ce moment, qui connaît un certain nombre de soubresauts. Un endroit où, je l'ai appris récemment, PayPal a interdit de pouvoir faire rentrer de l'argent dans ce pays. Donc on voit bien qu'ici que le système à 3 points ne fonctionne pas, puisque le point central, s'il décide d'arrêter de faire fonctionner le système dans un pays, il a l'autorité pour le faire et il peut empêcher ces gens-là de recevoir de l'argent. Alors, c'est ça que je voulais mentionner, c'est que vous voyez, quand quelqu'un brandit un panneau comme ça à la télé, vous pouvez lui envoyer de l'argent directement. Et c'est une partie de la révolution. La présentation s'appelle beaucoup plus qu'une monnaie parce qu'on peut aller bien au-delà. On va le voir notamment avec nos intervenants qui le feront bien mieux que moi pour expliquer aussi à quel point aussi ça peut dépasser simplement les aspects de monnaie. Pour envoyer une transaction, c'est très simple. On va frapper en fait son adresse Bitcoin vers lequel on envoie de l'argent. On va signer une transaction et on va pouvoir envoyer de cette propriété, donc cette unité du réseau, à travers le réseau. Et là, il se passe quelque chose d'assez compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le réseau, l'ensemble des personnes qui sont contributeurs du réseau, vont vérifier ces transactions, obtenir un consensus par une preuve de travail pour pouvoir dire on vient de vérifier, ces transactions existent, elles sont réelles, elles sont sécurisées, on va pouvoir les faire rentrer dans le livre de compte Bitcoin de façon à dire eh bien, elles sont validées. Pour valider, les opérateurs du réseau font une preuve de travail. Alors pour les plus tech d'entre vous, et je crois qu'il y en a beaucoup dans la salle, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui le sont moins, eh bien, je prends l'image ici du Sudoku. Le Sudoku, c'est quoi? C'est très compliqué à calculer. C'est très facile à vérifier qu'on a la bonne réponse. Tous les gens qui ont essayé sont d'accord avec ça, j'imagine. Eh bien, c'est un peu ça, une preuve de travail. C'est quelque chose qui est asymétrique, c'est très compliqué à faire, mais c'est assez facile de vérifier que ça a été fait. C'est ce que va faire le réseau. Il va faire une preuve de travail compliquée à trouver, facile à prouver que j'ai trouvé la bonne solution. Le premier ordinateur à l'intérieur du réseau qui a fait cette preuve de calcul va par consensus dire « Ok, on va prendre ces transactions et on va les mettre dans un livre de compte ». Je parle du livre de compte parce que le livre de compte, c'est le cœur du système Bitcoin. Le réseau, en quelque sorte, ou même Bitcoin dans son ensemble, c'est un ledger, c'est un livre de compte en français. C'est un endroit dans lequel on stocke la totalité des transactions qui ont lieu depuis le début jusqu'à la fin et jusqu'à la fin des temps. Dans ce livre de compte, on va enregistrer des transactions qui ne sont pas cryptées, qui sont publiques, vous pouvez tous les lire, et qui sont simplement signées. Et ce livre de compte, c'est grâce à ça qu'on est capable ensuite de recopier ce livre de compte dans tous les éléments du réseau et donc par consensus vérifier que les transactions ont bien eu lieu et donc vérifier que vous avez bien cette propriété et qu'elle n'ait pas été doublement dépensée. Donc
c'est là où il y a une innovation technologique qui est importante, qui est proposée par le protocole Bitcoin et qui donnera lieu ensuite à d'autres types de monnaies en reproduisant en fait cette innovation technologique, mais qui sont toutes issues de ce nouveau protocole technologique. On a un nom programmé de Bitcoin. On sait que de temps en temps, la presse est très focalisée sur cette histoire-là, alors que ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Finalement, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'effectivement, il y a une rareté qui est créée avec l'idée qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins en tout. On en est à entre 12 et 13 millions en ce moment de bitcoins qui sont émis. Et effectivement, comme le système est extrêmement divisible, eh bien, on a suffisamment de bitcoins pour quelques milliers d'années, je vous rassure. Finalement, on a 7 caractéristiques qui sont des caractéristiques qui sont inhérentes au protocole. C'est comme ça qu'il a été construit. La première qu'on a vue ensemble, distribué, pas d'organisation centrale. La deuxième, c'est la facilité de mise en œuvre. On l'a vu tout à l'heure avec les slides, on l'a vu aussi avec les panneaux que je vous ai montrés. La facilité de mise en œuvre est déconcertante. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a un ATM qui est ici. Vous pourrez acheter vos premiers bitcoins et vous allez voir comme c'est simple. Et une fois que vous aurez acheté vos bitcoins, vous pourrez adhérer à l'association Bitcoin France. C'était la page de publicité que je referme tout de suite. C'est anonyme et c'est plutôt pseudonyme. Hein, c'est-à-dire que, pourquoi pseudonyme? Parce que vous signez avec une clé privée la totalité des transactions. Donc vous êtes anonyme parce qu'il n'y a pas votre nom qui est attaché à la transaction. Par contre, vous laissez des traces avec votre clé privée sur ce que vous faites dans ce réseau. Et comme tout est enregistré dans un livre qui est ouvert, que tout le monde peut lire, eh bien, toutes vos transactions sont mémorisées ad vitam aeternam. Donc si vous croyez être caché, vous l'êtes peut-être un temps, mais on ne peut pas parier non plus sur le futur. Peut-être que dans le futur, vous le serez moins, et notamment avec des transactions futures que vous pourrez être amené à faire. Il y a un phénomène de transparence, c'est celui que je viens d'évoquer, puisque tout le monde peut lire les transactions de tout le monde. Les transactions sont quasi gratuites. Hein. On a eu une transaction il y a quelques mois qui faisait 160 millions de dollars pour quelques cents d'euros. Hein, ça fait couler d'un peu de sueur chez les banquiers, puisque la même opération aujourd'hui dans le système bancaire coûte entre 500 000 et 1 million de dollars. Donc c'est une différence, hein, 8 cents, 500 000, 1 million de dollars, ça fait une différence notable et qui est bien perçue par tout le monde. C'est extrêmement rapide et le dernier point, c'est que c'est non répudiable. Non répudiable, ça veut dire que quand vous émettez un paiement, c'est vous qui envoyez des propriétés. Et donc, une fois que vous l'avez signé, vous ne pouvez pas revenir en disant non, en fait, non, je préférais reprendre l'argent. Alors ça vous paraît bizarre peut-être, mais c'est ce qu'on fait avec les cartes bleues. Hein. Carte bleue, vous pouvez mettre un paiement et puis ensuite vous pouvez revenir en disant non, en fait, je le fais pas le paiement. Ce qui est important pour les commerçants, puisque vous vous rendez compte à quel point ce système-là est tout à fait vertueux pour les commerçants, puisqu'on revient dans un système dans lequel, une fois que le paiement est émis, je suis sûr d'être payé, je peux déclencher des livraisons, des services, je sais que je vais être payé. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres systèmes. Alors, il y a des risques et des opportunités. C'est super volatile, donc on ne va pas dire le contraire, hein, puisque l'effet le montre. La volatilité par rapport à d'autres monnaies est grande aujourd'hui. Et donc, elle est aussi sensible, c'est-à-dire que quand il se passe des choses sur des événements autour du Bitcoin, effectivement, on a des variations. Donc, si vous voulez utiliser le Bitcoin, non pas simplement comme un outil de transaction, hein, comme un instrument de paiement, mais que vous voulez l'utiliser comme une réserve pour pouvoir faire des plus-values, dépensez de l'argent que vous pourriez perdre. Hein, ne dépensez pas plus que ce que vous pourriez perdre. C'est important et c'est le message qu'on veut faire passer ici. Vous avez peut-être entendu parler d'éléments de ce type-là qui sont des éléments dans lesquels on a vu que tout un tas d'entreprises se sont créées aussi au-dessus du protocole pour offrir des services. Des sociétés de bonne facture avec des bons processus, d'autres moins bonnes qui ont joué un petit peu et qui ont grandi peut-être trop vite par rapport à leurs procédures. C'est ce qui est arrivé à Mt. Gox. On le signale parce que on a lu parfois dans la presse qu'on faisait une confusion entre des entreprises qui utilisaient le réseau Bitcoin et Bitcoin. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin et le Bitcoin n'a pas été en faute sur ces sujets. Le protocole est fiable. Par contre, effectivement, il peut y avoir des entreprises qui font des choses qui ne sont pas recommandables. On a parlé de l'anonymat, la régulation dans le monde.
Très franchement, ça avance très vite, pas assez vite à notre goût, mais il y a beaucoup de choses qui avancent. Le Bitcoin est banni dans très peu de pays, hein, en Russie, en Corée du Nord. La Corée du Nord est un peu spéciale parce que l'Internet est banni aussi, donc en un sens, c'est un cas un peu spécial. Mais dans la plupart des pays, on est dans une position qui est une position plutôt d'attente, de compréhension, d'instruction de ce qu'est le Bitcoin, beaucoup plus qu'un bannissement. Et parfois, on voit aussi dans la presse, c'est pour ça que je me permets de le rappeler, que tel pays a banni, que tel pays, c'est pas tout à fait le cas. C'est simplement que des questions se posent, qui sont des questions légitimes pour les États, qui est la question de se poser comment on va pouvoir manipuler cette nouvelle technologie et ce nouveau protocole. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises ont été créées, mais beaucoup d'entreprises vont être créées aussi pour disrupter un environnement. Ici, je vous ai mis la liste des gens qui, globalement, travaillent dans quelque chose dans lequel le Bitcoin les intéresse beaucoup parce que ça pourrait changer leur métier dans les années ou les mois qui viennent. Hein, et ça représente 315 milliards de capitalisation boursière. Quand vous appelez Western Union, ben finalement, Bitcoin, ça peut remplir une des fonctions qui est d'envoyer de l'argent d'un endroit à l'autre de la planète en évitant de payer de 12 à 14%, des montants qui sont envoyés, souvent chez des populations de migrants, et d'éviter en fait d'avoir à payer ces coûts. Donc ces entreprises sont concernées par cette révolution qui pourrait disrupter leur business model, qui est un modèle dans lequel c'est une forme de taxe qui est prise sur un monopole qu'ils ont. Et puis, il commence à y avoir du business, 100 millions d'investissements qui ont été faits fin 2013. Les estimations, ce serait 400 millions de dollars qui vont être investis pendant l'année 2014 sur les différentes entreprises qui sont en train de se construire autour de Bitcoin. Donc, les VC s'y intéressent. Les Bitcoins en seconde, ça existe, sont les ATM, ou peut-être faudra les appeler les BTM, qui sont la possibilité d'obtenir des devises ou des bitcoins rapidement. Et donc, nos amis de BTC Partners nous ont fait l'amitié de venir avec un démonstrateur ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi c'est important? Et j'en finirai là, parce que je crois que je suis à la fin de mon temps réglementaire. Lorsque Satoshi Nakamoto, qui est l'inventeur de ce protocole, il écrit en fait dans le papier qui va devenir le protocole et qui va devenir en fait l'idée maîtresse autour de ce sujet, il finit son papier en disant finalement ce qu'on est en train de disrupter, c'est pas l'argent, c'est pas la finance. Ce qu'on est en train de disrupter, c'est la confiance. C'est-à-dire, il dit, je mets en place un protocole, je mets en place un système qui me permet de faire abstraction de la confiance. Alors c'est très choquant pour nous Européens parce que la plupart de ce qu'on a lu toujours et dans la philosophie politique dans laquelle on vit, finalement on a toujours dit la base de la société c'est la confiance. Alors quand quelqu'un dit ce que je vais remplacer par autre chose c'est la confiance, ça fait un peu bizarre. Ce qu'il veut dire par là c'est qu'il va remplacer la confiance par un algorithme mathématique. Il va remplacer la confiance par une preuve formelle que l'on peut se faire confiance. Et c'est grâce à ça, c'est ce problème qui est résolu, c'est un problème mathématique qui est bien connu, qui vient d'être résolu, et qui permet de pouvoir dire que d'une personne à A à une personne B que je ne connais pas, on peut se transmettre des valeurs sans se connaître, ou sans avoir un intermédiaire entre les deux, qui est une autorité qui va servir de tiers de confiance. C'est ça qui est inventé. Et sur cette base-là, on va le voir avec nos intervenants, ce n'est pas simplement de la monnaie que l'on peut créer. La monnaie ne serait peut-être qu'une première petite application, mais beaucoup d'autres applications pourraient surgir, qui seraient simplement, à chaque fois qu'on a besoin de prouver qu'on est propriétaire et pouvoir transférer de la propriété. Alors les monnaies complémentaires, vous savez, avec les temps qu'on vit, eh bien, c'est un sujet. On se pose vraiment la question de savoir si on n'en a pas parfois besoin de façon à gérer des aspects macroéconomiques que nous vivons aujourd'hui en Europe, mais aussi dans d'autres continents. C'est un protocole, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus et je voudrais simplement terminer par ce point-là. C'est que n'oublions pas aussi qu'on vit sur une planète dans laquelle on a 3,5 milliards d'êtres humains qui ne disposent pas de services financiers décents pour pouvoir sortir de la pauvreté, pouvoir mener des business, pouvoir emprunter, pouvoir construire comme vous pouvez le faire ici. Et dans ces 3,5 milliards, il y en a une grande partie qui sont aussi en Europe. Et donc,
peut-être qu'on a ici aussi une solution pour aller un petit peu plus loin, si on veut réfléchir un petit peu plus loin, pour pouvoir faire qu'on puisse sortir d'un système dans lequel Bitcoin pourrait aider aussi à pouvoir bancariser de façon totalement différente, ceux qui ont besoin de ces instruments financiers pour pouvoir créer de la richesse. Voilà, j'en ai terminé là. Merci. Et je remercie. Merci Philippe. 15 minutes pile, hein, bravo. Une réaction à ce que vous disiez, Philippe. Aujourd'hui, si on se place de l'aspect du consommateur de Bitcoin, celui qui achète, qui est-il aujourd'hui ? Celui qui achète des bitcoins ? Est-ce qu'on a un portrait robot un peu du... Alors oui, il y a une petite étude qui avait été en France qu'on a vue. Il y en a une partie peut-être qui sont là. Qui a des bitcoins ? Ok, on peut mieux faire. Alors, principalement aujourd'hui, dans l'étude que l'on avait faite sur la France, une personne de la communauté a fait une étude sur le sujet. On est sur des jeunes, on est sur effectivement des personnes qui ont une sorte de connivence avec la technologie, parce qu'il faut en avoir un petit peu une. Et puis intéressés aussi par des sujets parfois sociétaux. On se rend compte que c'est des gens qui s'intéressent aussi à comprendre comment, par exemple, Bitcoin pourrait aider. Et à ce titre, ils utilisent le Bitcoin pour pouvoir mieux comprendre quelles sont les possibilités. Donc on retrouve beaucoup l'idée que beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui le Bitcoin le font aussi comme une expérimentation personnelle pour bien comprendre et être sûr qu'ils vont au bout de la démarche qui est de dire par curiosité, mais à quoi pourrait servir Bitcoin ? C'est quelque chose qu'on encourage d'ailleurs. On dit très souvent, si vous voulez savoir ce que c'est le Bitcoin, commencez par en utiliser et les choses deviennent ensuite assez naturelles. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, la question est valable pour vous trois, messieurs, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que demain le Bitcoin deviendrait mainstream ? Et est-ce que ce destin peut se profiler et si oui, dans quel délai ? Je pense que la question est pour Gonzague, parce que je crois que ce qu'il faut, c'est des entreprises comme la sienne. C'est-à-dire qu'il nous faut beaucoup de Bitcoin compagnies qui vont être capables de faire que le Bitcoin, ça devient plus simple d'accès pour tous. Alors, Gonzague. La balle est pour vous, oui. Je pense que Bitcoin devient mainstream. L'image qu'on en a en France est un peu retardée par rapport à l'évolution du reste de l'Europe et du monde en particulier. La notoriété de Bitcoin aux États-Unis dépasse les 60 ou 70%. On n'en est pas là en France. Et le nombre d'utilisateurs et de marchands qui utilisent Bitcoin aux États-Unis est grandissant chaque jour. En Europe, on a également un nombre grandissant d'utilisateurs particuliers et petit à petit des entreprises qui commencent à rentrer dedans et les marchands également qui s'y intéressent. Pour 1000 raisons, Philippe en a évoqué quelques-unes tout à l'heure et on parlera peut-être en détail des marchands. Mais c'est un mouvement qui est en marche, un intérêt qui est croissant et une connaissance aussi qui est meilleure au fil du temps, qui fait qu'on s'affranchit de plus en plus de l'historique sulfureux de Bitcoin pour rentrer vraiment dans la technologie et dans le pouvoir de cette technologie dans le domaine du paiement aujourd'hui et puis dans d'autres domaines demain. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter Paymium que vous avez justement lancé et qui est une jeune start-up qui s'est lancée il n'y a pas longtemps ? Oui. Alors, Paymium est une société qui a été créée en 2011 et qui est vraiment sur Bitcoin depuis 2012 à 100%. Paymium exploite une place de marché qui s'appelle Bitcoin Central, qui va passer sous bannière Paymium dans quelques jours. Et Paymium a deux métiers. Le premier, c'est la place de marché, c'est-à-dire c'est l'endroit où vous allez pouvoir acheter et vendre des bitcoins. Comme Bitcoin n'a pas d'entité centrale, il n'y a pas un vendeur de bitcoin, une société qui est habilitée à vendre les bitcoins, qui sont créés vraiment sur le réseau, il faut trouver des places de marché, des bourses sur lesquelles vous allez pouvoir acheter et vendre des bitcoins. Le deuxième métier, c'est de permettre à des marchands d'accepter les paiements en bitcoin. Ça veut dire d'accepter des paiements provenant du monde entier, instantanément, et de les convertir aussi rapidement et instantanément en euros, de façon à ne pas faire subir aux marchands le risque de volatilité du Bitcoin et de dire, lorsque je vends une télé 500 € et que j'encaisse pour un Bitcoin, j'ai bien 500 € sur mon compte bancaire. Donc ce sont les deux métiers, la place d'échange et les solutions d'acceptation pour les marchands. Alors, la question est pour vous, maître de vos planes. Même question, est-ce que aujourd'hui on peut dire que le Bitcoin commence à devenir mainstream, à votre avis ? Non, pas d'un point de vue juridique, encore, et heureusement. Et heureusement parce que il faut lui laisser le temps de s'apprivoiser, ou qu'on l'apprivoise plus exactement. Et
la question que tout le monde a sur le bout des lèvres d'un point de vue juridique, c'est le Bitcoin. Bon, à la fin, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de la monnaie? Vous avez remarqué que Philippe a utilisé le mot qu'à la fin de sa présentation, hein, en disant indirectement que ça permettait des échanges. Et la seule question juridique aujourd'hui qui vaille, c'est est-ce que c'est de la monnaie? Alors la question, c'est qu'est-ce que la monnaie? Je ne vais pas vous faire un cours de droit, je vous rassure, mais historiquement, avant d'avoir ceci, on avait des coquillages, on s'échangeait un bien contre un autre par une unité de compte, une unité d'échange. Bien sûr, l'or, on y pense, hein, la plus grande, la plus belle des unités de valeur qui permettent d'échanger deux biens entre eux, mais vous allez dans les îles du Pacifique, ce sont des coquillages, vous allez ailleurs, ce sont des pierres, etc. Donc, ce qui permet l'échange, c'est un bien ou une valeur, quelque chose qu'on peut mesurer et qui permet d'échanger deux biens entre eux selon un accord entre un acheteur et un vendeur. Et c'est que plus tard, dans l'histoire de l'humanité, et c'est ça qui est intéressant, qu'on s'est dit, mais ces valeurs d'échange, quelque part, c'est quelque chose que le souverain, qui était souvent un roi, mais pas que, doit pouvoir contrôler. Parce que quand je contrôle ça, quand je contrôle l'émission de ça, donc d'une monnaie, je contrôle beaucoup de choses. Et donc, historiquement, avant d'arriver à ça, on a eu, alors j'ai pas pris une vraie, mais on a eu ça. Donc une pièce. Une pièce. Ce qu'on appelle de la monnaie fiduciaire. Une pièce qui était en or, en argent, en bronze, en tous les métals que vous voulez. Et vous savez comment faisaient les souverains qui voulaient diminuer la valeur de remboursement de ceci. Ils rognaient les pièces. Et donc ceci, c'est quoi? C'est une unité centrale, quelqu'un, l'État, le monarque, la banque centrale, tous ces termes-là, qui décident que ceci a une valeur de temps. Tant que c'était de l'or, de l'argent ou une marchandise qui en elle-même a une valeur, il fallait juste que le poids de la pièce corresponde à la valeur de l'échange. Quand on a remplacé une pièce par un billet, ça s'est pas fait il y a si longtemps, hein, fin 18e. Hein. Quand on a remplacé une pièce par un billet, confiance. Confiance. Vous n'avez jamais regardé ce qui est écrit sur les billets, j'imagine, hein, ou dans les vieux billets. C'est que normalement, dans les billets, historiquement, on peut demander justement la contre-valeur de cette pièce, de ce billet, à l'époque, en tous les cas, contre de l'or. C'est plus écrit comme ça maintenant. C'est ce qu'on appelle un titre porteur. Mais ça, il y a une unité centrale, une banque centrale, qui dit ceci à cours légal. Voilà un mot important, qui est très juridique, mais il faut juste l'avoir en tête. Personne en France ne peut vous refuser d'acheter quoi que ce soit contre ceci. Personne. C'est même un délit pénal. Si un commerçant refuse que vous le payiez avec des euros, c'est un délit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro, en France, c'est la monnaie de la République. C'est écrit comme ça. Il n'y en a pas deux monnaies de la République. Il n'y en a qu'une. C'est l'euro. Et pour payer quelque chose, un bien, un service, ce que vous voulez, ça se fait en euros. Et l'euro, c'est une monnaie qui est émise par ce qu'on appelle une banque centrale, qui est la Banque centrale européenne. Donc à la question, est-ce que le bitcoin est une monnaie? Juridiquement, la réponse est non. Non. La réponse est non. Il n'y a pas d'émetteur central. Ça n'a pas de valeur d'échange. Ce n'est pas reconnu dans nos codes comme une valeur d'échange. Ce n'est juridiquement pas une monnaie. Ça ressemble à de la monnaie parce que je vous ai fait rapidement l'histoire de l'humanité en 2 secondes et demie. C'est-à-dire que c'est une unité de valeur et d'échange, mais à la limite comme l'or, aujourd'hui, qui n'est plus une monnaie, qu'il a été. L'or est à la fois un bien qui a une valeur et un bien qui peut servir d'échange et de valeur d'échange. Le paradoxe, c'est que, quelque part, il y a beaucoup d'autres différences, mais les bitcoins ressemblent un petit peu à l'or. Ça a une valeur en soi, on l'a vu, ça monte, ça descend, c'est aussi une valeur d'échange. Un échange qui se quantifie en millions aujourd'hui d'unités de protocole, si j'ai compris, en gros. C'est quand même quelque chose, ça pèse quelque chose, et on l'a vu dans la présentation de Philippe, tout le mouvement du Bitcoin, c'est aussi finalement d'être une alternative au système établi. Enfin, j'ai l'impression.
Je voulais rebondir sur ce que disait Hubert à propos du Bitcoin. Une question qu'on peut poser, c'est de dire, oui, mais alors, sur quoi est fondée la valeur de Bitcoin ? Parce que finalement, ça valait 10 cents il y a 4 ans, $1 après, $100 l'année dernière, $600 aujourd'hui. Pourquoi ? C'est quoi le sous-jacent de Bitcoin ? Il est important de comprendre qu'il y a un vrai sous-jacent à Bitcoin. C'est ce qu'a décrit Philippe, c'est que Bitcoin, c'est à la fois un réseau de transactions qui est innovant dans le sens il est unique, il a été créé véritablement il y a 5 ans, il est innovant, il y a des millions d'utilisateurs, donc il y a une communauté, il y a un bien numérique nouveau qui est rare, et il y a de plus en plus d'échanges, d'acceptation et l'acceptation aussi que ce réseau est un réseau complémentaire au réseau existant. Oui, puisque certains marchands, commerçants, pure players intègrent, je pense à eBay par exemple, PayPal peut-être aussi. Je ne sais pas si c'est le cas en ce moment, mais non, c'est pas le cas en ce moment. Enfin, en tout cas, ils en parlent parce qu'ils sont obligés d'en parler. On peut pas aujourd'hui ignorer. eBay n'accepte pas encore les bitcoins. Ils acceptent en fait de pouvoir vendre des bitcoins et qu'il y ait des échanges de bitcoins. Et PayPal a simplement annoncé qu'il réfléchissait à l'intégration du bitcoin. Je prendrai des questions après cette première partie un peu usage et valeur. Juste un chiffre peut-être, Marion, sur le point qu'on vient d'évoquer. 200-300 millions de dollars échangés par jour. Dans le tableau, en fait, des outils qui permettent de transmettre des valeurs. Jusqu'à présent, Bitcoin, c'était au-dessus de Diners Club, par exemple. Vous voyez, là, depuis 2-3 semaines, on est en train de se dire que ça pourrait dépasser, dans les jours qui viennent, ça pourrait dépasser PayPal. Donc on est en train de rentrer dans un environnement qui devient sensible parce que Bitcoin est en train de prendre la place dans le peloton de tête. D'accord, mais c'est très loin derrière American Express et Visa, mais simplement pour le mentionner. Dans vos projections, c'est pour combien de temps ? Parce que évidemment, comme tout mouvement qui démarre entre guillemets, puisque c'est lancé en 2008, le premier protocole a démarré en 2008. Mais comme tout mouvement qui démarre, est-ce qu'on peut pas se poser la question de l'effet début ? Et ensuite, d'un tassement, je dirais, un petit peu dans le temps. On est véritablement au tout début. C'est assez étonnant parce que à la fois ça existe depuis 5 ans, donc la preuve du concept a été faite, ça fonctionne très bien, personne ne l'a mise à mal. Donc c'est assez long, 5 ans pour une technologie. Et en même temps, on est vraiment au début de ce que Bitcoin va changer dans l'économie numérique, parce qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas conscience de la puissance de la technologie, de tout ce qu'on peut en faire. Le paiement, comme le disait Philippe, c'est la première brique de Bitcoin, c'est la plus facile à appréhender. Mais ensuite, il y a beaucoup d'autres applications. Et si ici on a des étudiants, des développeurs, j'imagine, qui sont en train de regarder comment fonctionne Bitcoin et ce qu'ils peuvent en faire. Mais il y a d'autres applications de Bitcoin qui vont venir, encore une fois, changer la façon dont est abordée la confiance dans l'économie numérique. Et à ce titre, il y a un territoire vierge. Il y a une question qu'on se pose quand même, c'est qu'en pensent les banques aujourd'hui ? Voilà. Comment est-ce quelle approche elle a sur ce phénomène qui réinvente un petit peu justement le peer-to-peer, justement l'échange ? Alors un petit flashback assez simple, c'est PayPal. PayPal, ça a 13 ans. Et il y a 13 ans, toutes les banques ont vu apparaître PayPal. Et personne n'a réagi. Les banques ont mis au moins 10 ans à réagir, à essayer de sortir des porte-monnaies privatifs qui avaient un usage comparable à celui de PayPal. Ça me rappelle quelque chose dans l'industrie du disque, moi. Oui, absolument. Et dans les médias ou dans plein de choses. Les banques, je me sens pas concernée. Les banques ont vu passer le train PayPal, qui pourtant n'était pas un train avec une innovation majeure. Il y avait une innovation d'usage, mais pas d'innovation technologique dans PayPal. Et ce train-là, elles l'ont laissé passer. Complètement. Et aujourd'hui, il y a un autre train qui passe, qui va beaucoup plus vite que celui de PayPal, parce qu'il n'y a pas une société, il y a une communauté mondiale qui est dans ce train, qui pédale très vite, et avec un abord qui est effectivement un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, les banques sont en train de regarder passer le train, n'ont pas compris comment fonctionnait Bitcoin, quel était l'enjeu pour elles, et le potentiel que Bitcoin pouvait représenter pour leurs activités. Elles ont fondé toutes leurs activités de paiement électronique sur la carte bancaire, qui a 30 ans, qui n'a pas évolué depuis 30 ans, qui permet aujourd'hui d'acheter effectivement n'importe où sur Internet assez facilement, mais on n'a pas d'autre point de comparaison finalement dans le assez facilement. Il reste un mur de paiement, des fraudes possibles, le fait que je donne mon identité à chaque fois que je paye. Tout ça, c'est pas à l'heure d'aujourd'hui. Et donc Bitcoin arrive, les utilisateurs voient les avantages et la puissance de Bitcoin et commencent à l'utiliser massivement. Donc elles vont laisser passer ce train, elles le regardent d'un œil apeuré parce qu'elles ne savent pas ce que c'est.
et sans doute ça va se passer sans elle. Un mot d'Hubert. Oui. À propos de cette petite carte plastique que la plupart d'entre nous avons, justement, je vous montrais tout à l'heure un billet de banque ou une pièce de monnaie. Je vous montre une carte plastique. Il y a une grande différence entre les deux, juridiquement. Ça, c'est un moyen de paiement. C'est pas de la monnaie. C'est un moyen de paiement. Alors qu'une pièce ou un billet, c'est de la monnaie. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a une valeur légale. Bon, les banques, alors j'ai travaillé 25 ans dans les banques, nul n'est parfait, où j'ai fait différents métiers, dont celui-là. Pour toutes les raisons qu'expliquait Gonzague, le train ne vont pas le voir passer. Il ne faut pas oublier que l'investissement des banques en général, des banques françaises en particulier, avec l'interbancarité, pour ceux qui ont voyagé, c'est une vraie valeur ajoutée, l'interbancarité en France. C'est ce que c'est l'interbancarité. Vous avez n'importe quel distributeur, vous pouvez tirer de l'argent, plus ou moins sans frais, plus ou moins. Eh bien, le vrai problème, qui n'est pas un problème, comme dire des banques, c'est que pour sécuriser cette interbancarité avec ceci, ça leur a coûté des milliards d'euros depuis 15-20 ans. Donc, mettez-vous à la place d'une entreprise qui a développé un système de sécurité sur lequel elle a mis énormément d'argent. Ils n'ont pas envie de dire jette ça à la poubelle. Évidemment. Donc on est face à quelque chose relativement classique en économie, où vous avez des gens qui sont dans une situation de la forteresse, assis sur la forteresse, qui rapportent beaucoup d'argent, bien sûr aux banques, mais aussi aux émetteurs de cartes, Visa et Mastercard. Donc vous êtes assis dessus et vous avez quelqu'un qui attaque avec au départ des flèches, et puis après on sait comment ça se passe, c'est la bombarde qui arrive. Donc forcément les banques ne voient pas d'un bon œil. Et puis au-delà de ça, elles ne savent pas gérer. Parce que pour ceux qui ont travaillé dans les banques, c'est le mode et le processus de décision de passer d'un système à un autre, et tout simplement... Bon, et là, vous dire que dans 10 ans, dans 5 ans, il faudra jeter ceci, ou en tous les cas que le produit net bancaire, donc le chiffre d'affaires généré par ceci, va baisser pour être remplacé par cela, c'est une révolution copernicienne. Et c'est bien là la difficulté. Un mot et après je vais passer le micro pour quelques questions sur cet état des lieux. Juste un mot en fait sur l'histoire des banques, parce que je pense en fait que le mot banque revêt aussi des réalités différentes, parce qu'on aurait pu aussi scinder dans les banques centrales qui, autorité, comme on l'a vu tout à l'heure avec Hubert, pourraient mettre de la monnaie, en sachant qu'aujourd'hui dans le système européen les banques centrales encadrent le crédit. Donc il s'agit bien des banques commerciales qui sont les réelles émettrices par le crédit de monnaie. C'est un sujet qui est super, super important, parce qu'une partie de la situation macroéconomique dans laquelle on est, lorsqu'on creuse un petit peu, et c'est le discours parfois pas très bien compris de nos politiques, c'est qu'à la fin de la journée, c'est quand même les banques commerciales aujourd'hui qui gèrent l'euro par avec l'encadrement des banques centrales. Et on a un problème systémique en Europe entre les différents taux de croissance des différents pays, et qui est pourtant géré dans un carcan d'une monnaie unique. Et donc se pose cette question-là récurrente sur comment on peut faire aussi évoluer l'euro de façon à résoudre ces problèmes que nous avons sur un plan national. Donc ça c'est un sujet. Les banques commerciales, pour le coup, par rapport à mes deux confrères ici, je pense qu'elles s'intéressent au sujet. C'est simplement que c'est un objet, c'est un OFNI, c'est un objet financier non identifié, donc elles ne savent pas trop comment le prendre pour l'instant. Mais en même temps, je suis absolument certain que partout dans le monde, les banques sont en train de s'intéresser au sujet. C'est que simplement elles ne savent pas comment le prendre. Et je pense en fait que le troisième élément parmi les banques, pardon, j'essaie d'être court, mais c'est les banques d'investissement. Et dans les banques d'investissement, toute la partie concernant les hedge funds, qui eux ont très bien compris et qui eux sont en train d'évoluer. 4 d'entre elles ont déjà publiquement annoncé qu'elles étaient en train de travailler sur les sujets, et on peut imaginer que les 20 premières le seront à la fin de l'année comme étant travaillant sur ces sujets. Donc c'est 3 mondes différents dans la banque. Alors, je vais passer le micro, chose promise, chose due, et après, on va justement venir sur les opportunités. L'idée, c'est pas que évidemment, de taper sur l'ancien système, c'est aussi de voir les opportunités et surtout ce que vous évoquiez tous les trois, c'est-à-dire ce que peut faire le Bitcoin de plus, c'est-à-dire c'est pas seulement un protocole entre guillemets financier ou de valeur monétaire potentielle, c'est aussi bien plus que ça. Alors, je vais passer le micro tout de suite à Mademoiselle. Si vous voulez vous présenter.
Bonjour, donc je suis Marianne Verdier, je suis chercheure en économie et professeure actuellement à l'université de Lille 1 et bientôt à l'université d'Assas. Et donc je voulais vous poser plusieurs questions. Donc vous avez dit que les transactions étaient gratuites sur Bitcoin et puis vous avez également présenté Paymium comme une plateforme d'échange, mais vous ne nous avez pas vraiment expliqué comment ces plateformes gagnaient de l'argent, ni comment la société Bitcoin gagnait de l'argent. Alors, la société Bitcoin n'existe pas. C'est un logiciel libre, donc il n'y a pas de société Bitcoin. Ensuite, les transactions sur le réseau Bitcoin peuvent être gratuites, mais il est fortement conseillé d'y inclure des commissions qui sont à la discrétion de l'émetteur de la transaction. Ces commissions viennent rémunérer les processeurs du réseau. Donc, on va sans doute pas rentrer dans le détail de la validation d'une transaction et la création des Bitcoins, mais les processeurs du réseau, les pairs du réseau qui processent les transactions, ont pour rôle de vérifier les transactions, de les inclure dans le livre comptable. Et en échange de ce travail, ils sont rémunérés par la création monétaire de Bitcoin et par les commissions que les émetteurs auront intégrées dans leurs transactions. Donc on peut envoyer une transaction avec 0 commission. Elle mettra plus de temps à être validée par le réseau et à être intégrée dans le livre comptable. Si vous mettez une commission, elle sera intégrée plus rapidement. Deuxième chose, les places de marché comme la nôtre. Nous travaillons sur un métier de bourse finalement, et donc on prend une commission sur l'achat et sur la vente de Bitcoin. Il faut bien vivre. Est-ce qu'on prend une autre question, monsieur? Bonjour, je suis Charles Delahorie, je suis responsable du développement chèque cadeau chez Amazon. Et moi, ma question va beaucoup plus être sur mon Bitcoin, qui vaut à peu près $600, comme vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en fais? Techniquement, est-ce que si jamais donc vous allez chercher des partenaires qui vont accepter le Bitcoin, est-ce que je vais payer en Bitcoin? Est-ce que je vais payer en euros? Est-ce que mon Bitcoin est sécable ou est-ce qu'il faut que je trouve un bien qui vaille exactement la valeur d'un Bitcoin qui fluctue? Le Bitcoin est sécable. Le Bitcoin est sécable. Aujourd'hui, tel que c'est implémenté dans le protocole jusqu'au 100 millionième, donc il y a un petit peu de marge. De plus en plus, on parle en millibitcoin. Mais on pourra parler derrière en moins que ça. Le nom du 100 millionième de Bitcoin, c'est le Satoshi. Il a déjà un nom, c'est le Satoshi. Donc voilà, on a vraiment une marge de progression importante. Et donc vous pouvez acheter un bien sur Internet d'une valeur de 0,23 Bitcoin, comme 3 Bitcoin pile. C'est comme vous voulez. Et après, effectivement, à vous de décider et d'arbitrer finalement, en fonction de l'achat que vous allez faire, du meilleur moyen de paiement à utiliser. Dans certains cas, vous direz je vais utiliser le Bitcoin pour 1000 raisons qui vous appartiennent, ou d'autres, je vais utiliser ma carte bancaire parce que j'ai besoin d'une garantie que la carte va m'apporter aujourd'hui et que m'apportera pas le Bitcoin. C'est très variable. Aujourd'hui, en Bitcoin, on peut acheter à peu près tout sur Internet. En France, non, c'est pas du tout le cas. Mais vous pouvez acheter des billets d'avion, vous pouvez acheter des cartes cadeaux chez Gift. Vous pouvez, chez Monoprix, non? Monoprix, c'est annoncé qu'il se lancerait. Monoprix, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais ouais. En tout cas, Patrick Walid l'a déclaré. Patrick Walid l'a déclaré. Amazon, oui, dans des cartes, oui, c'est le plus gros de leur vente chez Gift, c'est les cartes Amazon. Absolument. C'est facile de savoir. Ne faites pas l'étonner. Amazon qui a développé l'Amazon Coin également. Oui, exactement. Aujourd'hui, les bitcoins sont utilisés pour acheter sur Amazon indirectement à travers les cartes. Il y a à peu près 70 000 marchands, je crois, qui acceptent les paiements en bitcoin. Donc on peut trouver un peu de tout, souvent n'importe quoi, et de plus en plus de biens véritables et de produits qu'on a besoin d'acheter. Je vous disais des billets d'avion, des chambres d'hôtel, des voitures, un peu tout. Tout bien. Alors voilà, la valeur est toujours exprimée en dollars ou en euros. Elle est rarement exprimée en bitcoin. Donc la valeur de référence est la plus stable, c'est le dollar et l'euro. Et parce ensuite, que le cours du bitcoin, ça quand même, on l'a vu, est très volatile. Oui, il est assez volatile. Et ensuite, au moment de l'achat, la valeur en euros est convertie en bitcoin au moment de la transaction et processée sur cette valeur-là. Donc que vous achetiez une télé qui vaut $600 aujourd'hui quand ça vaudrait 1 bitcoin, ou demain si ça valait 0,5 bitcoin, de toutes les façons vous payez $600. Après c'est vous qui arbitrez, est-ce que je dépense mon bitcoin maintenant ou est-ce que je le garde pour dans un an en espérant qu'il vaille 2 fois plus? Ou bien vous l'achetez en bitcoin et puis vous rachetez des bitcoins pour faites ce que vous voulez. Un autre point, parce que là Gonzague a évoqué en fait l'achat de biens, et c'est vrai que c'est une partie importante. Il y a aussi l'achat de services, bien sûr. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous rendre un service, par exemple, que vous allez rémunérer aussi en bitcoin, qui est une autre façon de dépenser ces bitcoins. Est-ce qu'il y a une limite quand même dans l'échange
j'achète. Enfin, cette marchandisation entre guillemets, quoi. Quelle limite, enfin une limite de. Est-ce qu'il y a des biens qui sont exclus de l'échange Bitcoin? Non, rien n'est exclu. En revanche, quand tu parlais tout à l'heure de la transaction de quelques centaines de millions de dollars qui s'est faite en Bitcoin, lorsqu'on appuie sur le bouton envoyer, on a des grosses gouttes qui coulent parce qu'on sait que la transaction est irrévocable. Donc elle est partie. Si elle part sur un mauvais destinataire, c'est perdu pour moi. Donc demain, si je dois acheter une voiture, je ferai peut-être pas l'achat en Bitcoin, à moins d'être de m'être sécurisé de toutes parts au moment de ma transaction, mais je ferai très attention. En tout cas, ça demande un niveau de connaissance et d'habilité dans la manipulation de Bitcoin qui doit être important pour réaliser n'importe quel type de transaction. Les transactions Bitcoin, parce qu'elles sont irrévocables, sont assez risquées. On va parler des risques peut-être tout à l'heure. Oui. Mais donc, je ne vais pas faire tout type de transaction en Bitcoin demain. J'ai souvent besoin, aujourd'hui, de la garantie que va m'apporter la carte bancaire. Mais à n'en pas douter, dans l'écosystème Bitcoin vont apparaître les mêmes types de garanties que celles qui existent aujourd'hui dans le domaine de la carte bancaire. On est au tout début de cette industrie. Elle est en train de se constituer. Des tiers de confiance apparaissent sur le réseau Bitcoin. Et les tiers de confiance du réseau Bitcoin ne sont plus des banques. Ce peuvent être d'autres entreprises. Et aujourd'hui, des entreprises numériques qui nous inspirent confiance, il y en a pas mal. Amazon, par exemple. Amazon, Facebook, Google, n'importe qui, avec le mieux et le pire de ce qu'on peut en attendre. Mais ces grosses entreprises numériques d'Internet peuvent demain être les tiers de confiance de nombreuses transactions avec des marchands et des particuliers. Les GAFA vont être les nouvelles banques, question. C'est un bon sujet. Je crois qu'ils ont bien compris que l'activité bancaire, à proprement parler, ne les intéressait pas à cause justement de toutes les contraintes liées au métier de banquier. En revanche, l'apparition de Bitcoin montre qu'on peut avoir une activité où on gère des transactions et du paiement sans être une banque, à proprement parler. Donc oui, peut-être vont-ils monter dans la chaîne de valeur du paiement sans devenir une banque, à proprement parler. Mais on n'en est pas très loin. Mais aujourd'hui, si on a créé des établissements hybrides sur le paiement, que sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, c'est bien justement pour donner un peu plus de concurrence dans ce métier-là et pour pouvoir opérer, alors émettre des moyens de paiement ou acquérir des flux de paiement sans être une banque. Bonjour, je m'appelle Jeff, je suis étudiant à 42. On a parlé de pas mal de choses, mais on n'a pas parlé d'un sujet qui, a priori, est quand même assez important dans le monde du Bitcoin. C'est le fait que tout un chacun puisse produire de la monnaie. Donc on appelle ça miner le Bitcoin. À l'heure actuelle, pour la monnaie, ce dont on a parlé un petit peu, les seuls qui ont le droit de produire de la monnaie sont effectivement les banques centrales des différents pays. Est-ce que c'est un risque que n'importe qui puisse produire du Bitcoin? Quels sont les avantages, les inconvénients et les problèmes du coup qui sont liés? C'est ma première question et j'en ai une autre juste après. Merci. Merci Jeff pour la question. Par contre, je voudrais répondre sur la présentation. Il s'est avéré qu'on avait plusieurs présentations, une qui part du minage pour expliquer comment on crée le Bitcoin, et puis ensuite on arrive dans d'autres choses, et une autre qui parle plutôt des transactions pour expliquer que le réseau est d'abord un réseau de transactions et dans lequel on parle très peu du minage. Donc c'est une très bonne remarque que tu fais, mais il s'est avéré que on a remarqué en fait que c'était plus simple d'expliquer dans ce sens-là que de l'expliquer par rapport au minage. Je ferme la parenthèse, c'est pour expliquer pourquoi c'est pas mis en avant dans la présentation suffisamment. Et après, est-ce que tout le monde peut miner et est-ce que c'est un risque? Je ne sais pas. Alors, dans ce que tu dis, déjà, il y a le premier qualificatif qui est la monnaie. Alors dire est-ce que Bitcoin est de la monnaie? On a vu que c'était pas de la monnaie. Donc si c'est pas de la monnaie, j'ai pas besoin d'être un État pour le produire. L'or a été une monnaie. C'est pas les États qui produisaient de l'or. Tout le monde peut aller chercher de l'or. Demain, je peux prendre ma pelle, mon seau, aller en Amazonie, aller chercher de l'or. Personne ne me le reprochera. C'est vrai et pas vrai, mais... C'est en partie vrai. En tout cas, je ne peux pas faire rentrer Bitcoin dans la case monnaie, banque centrale. C'est pas ça. Donc, il faut accepter, en tout cas, puisque c'est écrit comme ça, la technologie est ainsi faite, que le Bitcoin n'est pas créé par une entité, par un État, il est créé par du travail. Par du travail des mineurs. Donc voilà, enfin le point de vue c'est même pas un avis. Un petit complément macroéconomique. La question qui intrigue plus qu'intéresse aujourd'hui les banques centrales face au Bitcoin ou autres monnaies alternatives, c'est puisque ce n'est pas juridiquement de la monnaie, je vous l'ai dit, donc ça ne l'est pas plus économiquement. Est-ce qu'il y a un risque comme de la monnaie au sens juridique et économique, d'avoir de la création monétaire au sens économique du mot?
Vous savez que la création monétaire est potentiellement source d'inflation lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Donc la grande question par derrière, c'est est-ce que toutes ces transactions qui se développent sur des monnaies qui ne sont pas des monnaies, comme les bitcoins, vont être source d'inflation? Ça, c'est une question typique pour Banque centrale. Et comment je régule l'inflation? Par l'émission de la masse monétaire. Et par définition, je ne peux pas réguler l'émission de la masse monétaire du bitcoin. Donc voilà. Excusez-moi pour ce cours. Il y avait la deuxième question. Du coup, ma deuxième question est toujours dans le même cadre. C'est que du coup, qu'est-ce qui empêcherait des grosses banques centrales qui ont des puissances de calcul très importantes, ou même des grosses sociétés qui ont des puissances de calcul encore plus importantes, de miner, on va dire, les quelques milliers de bitcoins qui restent, et d'essayer de faire en sorte que, même si ce n'est pas une monnaie, elles arrivent à s'approprier, on va dire, les richesses qu'il y a à récupérer dans ce domaine-là. Alors, s'il y a des mineurs dans l'assistance, ils pourront répondre beaucoup mieux que moi. Mais aujourd'hui, la puissance globale du réseau distribué. Alors moi, je suis pas un mineur et je suis pas un technicien, donc je peux pas vous donner les chiffres exacts. Mais je crois qu'elle est supérieure aux 500 plus gros supercalculateurs alignés les uns derrière les autres. Donc, elle est à un niveau qui est incomparable par rapport à la puissance de calcul qui existe sur Terre. Elle a atteint un niveau vraiment incroyable. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Donc, pour que quelqu'un s'empare de 51% de la puissance de calcul du réseau pour réussir à manipuler les transactions, pour être la seule source de création monétaire, il va falloir faire un chèque qui est ultra important. C'est pas juste en laissant tourner des data centers qu'on va réussir à dépasser la puissance de calcul du réseau Bitcoin. C'est la force de la communauté, c'est que la communauté est plus forte qu'une entreprise. Les banques centrales, elles n'ont pas de puissance de calcul. La banque centrale, demain, si elle devait construire un data center capable de faire du mining, il va falloir qu'il fasse un chèque de centaines de millions d'euros. Ça se verrait. Donc, aujourd'hui, en tout cas, s'ils avaient voulu briser Bitcoin, il aurait fallu qu'ils le fassent au début. Aujourd'hui, la course va à une telle vitesse, les composants électroniques qui sont produits pour spécialisés sur le mining Bitcoin sont tels qu'il va être, pour moi, impossible, mais en tout cas, disons, très difficile à un État ou une entreprise de détourner le minage. L'autre possibilité, ce serait d'arriver, en fait, non pas par le minage, mais par l'achat, arriver en fait à faire l'acquisition d'une grande partie des bitcoins qui sont là, donc 7 milliards de capitalisation aujourd'hui, et 7 milliards c'est éventuellement pas grand chose pour une banque qui ont des totaux de plus de 1000 milliards de bilan. Donc en fait c'est pas énorme, donc il pourrait y avoir ça, mais à nouveau ça ne fonctionnerait pas, puisque en fait le prix s'envolerait jusqu'à la lune si quelqu'un venait à déposer ces 7 milliards pour racheter. Donc fatalement dans tous les cas il y a des impossibilités. Je prends deux questions et après on va continuer sur les opportunités. Bonjour, moi c'est Nathan, je suis étudiant à 42. Dans le climat économique actuel, le bordel qui est un peu partout est causé par, entre autres, la surépargne et la non-redistribution des biens. Comment est-ce que le protocole Bitcoin pourrait régler ce problème, améliorer la situation ? C'est un sujet compliqué, un peu politique. Je peux te donner mon point de vue. Et il vaut que celui-là, c'est pas forcément celui de l'association. Avec Bitcoin, on a ici un outil qui est, on pourrait dire, un bien commun de l'humanité, qui est là parce que c'est une innovation et qu'elle est en logiciel libre. C'est un protocole que l'on peut tous utiliser pour en faire quelque chose. Ce bien commun, j'utilise à bon escient ce terme en fait, ce bien commun est quelque chose que l'on peut gérer ensemble pour pouvoir émettre une quasi-monnaie dans lequel on déciderait ensemble de la façon dont on émet cette monnaie. C'est une première sur la planète, puisque jusqu'à présent, pour pouvoir émettre une monnaie, il faut avoir d'une part une armée, d'autre part une économie. Et là, on pourrait le faire différemment. Donc, c'est un des aspects dans lequel certains économistes, de plus en plus, sont en train d'abonder dans l'idée que la création monétaire, notamment par le crédit, pourrait être un bien commun. D'accord ? Les biens étant répartis entre des biens propriétaires qui appartiennent à une banque ou à un individu et des biens qui sont des biens publics, et au milieu des biens communs que l'on doit gérer ensemble, qui ne sont ni propriétaires de quelqu'un ni tout à fait publics. Ces biens communs, en fait, le crédit pourrait rentrer à l'intérieur de ceux-ci
de façon à ce qu'on gère de façon peut-être mieux. Et en tous les cas, certains pays pourraient l'utiliser de façon à éviter soit la corruption, soit la violence qui est inhérente à cette création monétaire. Donc voilà, c'est un point de vue un peu peut-être politique ou un peu peut-être utopiste en un sens, mais qui est une forme de direction que l'on pourrait prendre ensemble. Allez, une dernière question avant qu'on poursuive le débat. Merci. Donc moi c'est Franck, étudiant en 42 également. J'ai d'abord besoin d'une petite précision pour orienter ma question. Lorsqu'on s'inscrit donc au système Bitcoin pour en acheter, apparemment on a un compte qui permet d'émettre et de recevoir. Quelles informations personnelles vous récupérez sur ce compte ? Alors c'est moi qui vais répondre. Si tu passes par une place de marché online. Il y a deux situations. Ou bien tu es un utilisateur de Bitcoin, juste de Bitcoin pur. Tu en as parce que tu en as miné, on t'en a donné, tu en as. Mm-hmm. À ce moment-là, tu vas utiliser un logiciel Bitcoin, alors ou bien un client que tu installes sur ton ordinateur, ou bien un service web Bitcoin avec lequel tu vas pouvoir envoyer, recevoir des Bitcoins. Et aucune information ne te sera demandée pour faire de telles transactions. En revanche, si tu veux demain acheter ou vendre des Bitcoins, il va falloir que tu viennes sur une place de marché, chez Pemium par exemple, et là, tu vas devoir créer un compte. Ce compte, il est double. Il y a à la fois un compte Bitcoin et un compte euro. Le compte euro, chez Pemium, il est tenu par un établissement de paiement agréé par la Banque de France. Donc c'est une sorte de quasi-compte bancaire sur lequel les diligences sont les mêmes que pour ouvrir un compte bancaire. C'est qu'on va te demander ton identité, enfin la justifiant avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un RIB. Parce que on ouvre un compte de monnaie, euro, qui t'appartient, sur lequel tu mets ton argent. Et donc, de plus en plus, dans l'écosystème Bitcoin, lorsqu'on veut rentrer sur une place de marché, on demande des identifications des porteurs qui sont aboutis, qui permettent de connaître vraiment son porteur, parce que le système devenant de plus en plus mainstream, justement, il est nécessaire de vérifier que les flux d'argent qui passent sur les différentes places sont légitimes, qu'on peut savoir à qui ils appartiennent, et qu'on peut demander à Jean-Paul qui reçoit, en tout cas qui fait des virements de 50 000 euros tous les jours, d'où vient son argent. Ça paraît assez légitime. Donc voilà ce qui est fait dans le domaine des places de marché, et de la nôtre en particulier, mais ça peut être la même chose ailleurs. D'accord. On identifie les clients fortement par des contraintes prudentielles bancaires. Du coup, ma question est à la fois simple et compliquée. Désolé. Si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, vous demandez des informations vu qu'il y a la transaction, il y a la correspondance monnaie fiduciaire qu'on connaît bien et Bitcoin. Maintenant, demain, si Bitcoin prend de plus en plus de parts de marché, il sera possible de faire des transactions uniquement en Bitcoin et donc des transactions en 2 points, alors qu'à l'heure actuelle, c'est ou en 3 ou en 4 points, et sans aucune sécurité derrière. Quand on voit déjà à l'heure actuelle les dérives qu'il y a dans la finance à 4 points, permettent de briser tous les embargos planétaires, permettent de faire des millions de transactions un petit peu n'importe comment avec n'importe qui, la question est simple, qu'est-ce qui nous protégera de Bitcoin quand ça arrivera ? La régulation autour de Bitcoin, elle va avancer au fur et à mesure. Aujourd'hui, Bitcoin n'a pas atteint une surface suffisante pour inquiéter n'importe qui sur les échanges Bitcoin qui peuvent avoir lieu. Demain, et je pense que je vais aller dans ton sens, mais ça va dépendre du succès de Bitcoin. Si on utilise Bitcoin, si je commence à utiliser plus Bitcoin que ma carte bancaire en euros, vraisemblablement, y aura-t-il sur Bitcoin des couches de régulation qui vont s'ajouter et par lesquelles je vais devoir déclarer des bitcoins sur des comptes bitcoin, ce genre de choses. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, on veut pas non plus rajouter de la régulation à ce qui n'existe pas encore. Et la régulation, elle est claire, elle concerne les euros, le fiat. Le reste, c'est d'ailleurs hors du cadre des régulateurs. À partir du moment où ils l'ont pas encore qualifié, ça sort de leur cadre. Aujourd'hui, une banque centrale ne se positionne pas par rapport à Bitcoin. Elle se positionne par rapport aux échanges avec Bitcoin, mais pas par rapport à Bitcoin parce que ça rentre pas dans leur cadre d'action. Donc on verra. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Excuse-moi, je voudrais juste préciser ça. Je pense pas qu'on casse les embargos aujourd'hui avec une carte Visa. Donc je voudrais simplement dire que il y a des dérives.
Non, il y a des dérives financières sur d'autres sujets qui sont d'ailleurs plutôt d'ordre spéculatif, mais dans le domaine des moyens de paiement et dans le domaine de la banque commerciale, on est dans une des industries les plus régulées au monde. Et on est dans un environnement qui est un véritable carcan. Et je pense en fait que si on devait plutôt positionner le Bitcoin par rapport à ça, il se positionne effectivement dans un endroit qui permet plus de liberté que le carcan dans lequel on est. Et donc, simplement pour corriger cet aspect, de s'assurer qu'aujourd'hui, avec une carte Visa, on ne casse pas les embargos. Hein. Non, c'est ce que j'ai compris, excuse-moi. Oui, je vais prendre un exemple qui est assez illustratif dans la communauté Bitcoin. Il y a un fameux vendeur de chaussures en Iran qui vend ses chaussures dans le monde entier et il les vend en Bitcoin. L'Iran est tout à fait autorisé à vendre des marchandises dans le monde entier. En revanche, Visa et Mastercard n'ont pas le droit, ne veulent pas, comme tu veux. Et donc, moi, je peux vouloir acheter des biens à un Iranien, et en l'occurrence ses chaussures, et le seul moyen que j'ai de le payer, et lui, la seule façon qu'il a de pouvoir commercer, c'est par Bitcoin. Donc je trouve que la liberté apportée par Bitcoin, qui va justement défier les embargos... oui. C'est ce que j'allais dire. C'est là, oui. Voilà. Les dérives, alors. Dans les dérives de Bitcoin, parlons-en. Il fallait qu'on y arrive aux dérives. Donc, l'achat... C'est l'achat de biens illicites ou d'activités illicites, et on l'a vu aux États-Unis avec la drogue, on l'a vu avec les armes. Ça pourrait être demain sur pourquoi pas l'esclavage. Hein, il suffit d'aller en bon. Donc effectivement toutes les activités illicites. Donc en quoi le Bitcoin serait-il bon? Moi, j'ai pas de réponse à la question non plus pratique. Aujourd'hui, comment ça se passe? Par des valises de billets de banque. Bon, est-ce que ce sera plus facile par le Bitcoin? J'en sais rien. Je vois une seule chose, c'est qu'il y a quand même cette traçabilité. C'est-à-dire qu'à défaut de l'anonymat complet, il y a une traçabilité. Alors que dans une valise de billets de banque, il n'y a pas de traçabilité. Non, alors, je suis complètement d'accord. Bitcoin est un pas supplémentaire dans la gestion de l'anonymat par rapport au cash. C'est beaucoup moins anonyme que le cash. Ton anonymat ou le respect de tes informations personnelles et privées dans le cadre d'une transaction Bitcoin, elles dépendent de toi au premier chef, mais aussi des gens qui sont avant toi dans la transaction et après toi. Tu es obligé de faire confiance à toute la chaîne sur laquelle ton paiement passe. Et donc si demain tu achètes une Kalachnikov dans une cave en Bitcoin, si demain le Bitcoin est utilisé par Victor pour aller acheter une carte Amazon sur Gift, eh ben on va pouvoir remonter jusqu'à toi parce que Victor, lui justement, il aura déclaré son identité au moment d'un achat et que cette transaction, elle est liée à une autre précédente et ce sera toi. Tout le monde est embarqué dans le même bateau en fait. Hein. Et tout le monde est embarqué dans le même bateau. Tu es dans obligé un livre de faire... transaction qui est là ad vitam. C'est-à-dire que ce que l'on sait aujourd'hui peut-être va devenir faux dans 4 ou 5 ans parce qu'on aura découvert une technologie qui permet de tracer beaucoup mieux. Donc pour tous ceux qui pensent en fait qu'ils peuvent utiliser le Bitcoin comme ça, il y a une forme effectivement d'attrait qui pourrait être là et sur lequel on dit attention, ce qui est vrai aujourd'hui pourrait être faux demain et par contre vos transactions vont être enregistrées là. La totalité des amendes qui sont aujourd'hui payées par des banques pour du blanchiment d'argent est supérieure à la capitalisation du Bitcoin. Donc on est dans un système totalement imparfait qui est remplacé par un système qui apporte plus de liberté et donc plus de responsabilité. Puisque à partir du moment où on est beaucoup plus libre, on doit être responsable de ses actes parce qu'ils vont être enregistrés. Et ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être vrai demain concernant l'apparence anonymat que l'on pourrait avoir. Vous apportez plus de liberté dans un milieu où tous les économistes sont pratiquement d'accord de dire que les institutions bancaires sont pas assez responsables. Oui. Oui, et oui, et parce que moi, ce que je veux dire, c'est que Bitcoin n'est pas du tout anonyme. De plus en plus, les libertariens du début se désintéressent de Bitcoin justement parce que ça prend pas la voie qu'ils imaginaient que ça prendrait. Ils imaginaient tous que ça serait un moyen de paiement anonyme, super facile, avec lequel je pourrais envoyer des centaines de millions au bout du monde discrètement. Non, c'est un moyen de paiement et une technologie à ne surtout pas utiliser si vous voulez dissimuler des transactions ou de l'argent, parce que tout est en clair. Et de plus en plus, les outils techniques vont permettre de faire des analyses de graphes sur l'ensemble des transactions du réseau et de remonter de plus en plus finement jusqu'aux utilisateurs. Donc, effectivement, il faut être bienvenu, bien tout ce qu'on veut pour faire les choses de façon anonyme sur Bitcoin, et ça va être de plus en plus difficile.
Alors, on parlait des dérives, on pourrait aussi parler du hacking dont on n'a pas encore parlé, etc. Tout ça est quand même assez faillible, faut le rappeler, notamment avec la récente mésaventure avec cette société américaine récente, avec les bitcoins qui ont été comme ça, qui ont disparu. Bref, parlons des opportunités. On parlait justement de protocoles plus que de monnaie dès le début. Quelles sont demain les opportunités, voire même les nouvelles formes de business peut-être, ou les champs d'application qui pourraient justement profiter de ce protocole demain? Alors déjà, dans le domaine du paiement au sens large, il y a une chaîne de valeur qui est extrêmement importante. On a les automates de distributeurs, enfin les distributeurs de Bitcoin, qui sont une partie de la chaîne. Il y a des processeurs de paiement, il y a des émetteurs de moyens de paiement, donc des porte-monnaies Bitcoin. Il y a des fournisseurs de solutions d'acceptation pour les marchands. Il y a 1000 choses déjà dans cette industrie qui sont en train d'émerger partout dans le monde, remplaçant pour chacun des technologies. C'est quand même amusant que ce soit une société portugaise, Lamassou, qui fasse des distributeurs de Bitcoin, alors que c'est une industrie qui est dominée par Nixdorf, par tous ces gens-là qui sont des monstres multinationaux. Maintenant, on s'aperçoit qu'une start-up, elle peut faire des distributeurs de Bitcoin qui sont sécurisés et qui sont déployés partout dans le monde. Sécurisés comment ? Sans rentrer trop dans la sécurisé. Alors, ça n'a sûrement pas le niveau de sécurité d'un automate enraciné dans une agence bancaire avec les plots de protection devant et tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, on fait émerger des industries qui viennent reprendre des business existants dans le monde bancaire, mais en sortant du monde bancaire. Donc, dans le champ du paiement qui est très large, il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'opportunités. Après, les autres domaines sur lesquels Bitcoin peut avoir un impact sont tous liés à la confiance. On en parlait avec Philippe au début. Bitcoin, ce n'est rien d'autre qu'un logiciel qui permet d'écrire dans une base de données. La base de données, c'est le livre de compte. Et le logiciel permet de signer une transaction qui va faire passer la propriété d'un point A à un point B dans la base de données. La transaction ne fait jamais Paris-Tokyo. Ce qui fait Paris-Tokyo, c'est juste l'information humaine, mais l'information Bitcoin, elle se déplace juste dans une base de données de mon adresse à l'adresse de Philippe dans la base. Donc j'ai juste un outil qui permet de signer une transaction et qui est validé par la confiance du réseau qui est distribué, encore une fois, qui n'appartient à personne. Donc tous les domaines dans lesquels la confiance peut intervenir et qui aujourd'hui est géré par un notaire, par une banque, par un gros acteur de l'Internet, par un certificateur, par tous ces gens-là, elle peut disparaître au profit de la confiance que je fais dans le protocole et dans la communauté, finalement, dans le protocole Bitcoin. Donc un titre de propriété peut être transféré d'une personne A à une personne B quand il est rattaché à une transaction que je signe dans la base de données. Je pense par exemple à des secteurs, on voit dans le peer-to-peer lending avec cette très belle société de Renaud Laplanche, Lending Club, qui cartonne vraiment aux États-Unis et qui permet le prêt finalement en peer-to-peer, de particulier à particulier, qui est clairement aujourd'hui extrêmement ambitieux sur la santé, l'éducation, bref, des charges qui sont extrêmement élevées aux États-Unis notamment. Est-ce que le Bitcoin demain peut être, on va dire, favoriser un petit peu les coûts et les charges qui sont inhérents à ces problématiques? Bien sûr, Bitcoin c'est une machine à remonter le temps, dans le sens suivant, c'est que pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir découvert le démarrage de l'Internet, ou le démarrage du commerce électronique sont deux grandes voies en fait dans ce domaine. On a l'opportunité unique, je rêverais d'avoir 20 ans aujourd'hui, de pouvoir être au début de quelque chose. Et toutes les analyses montrent que nous sommes au début de quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est une machine à remonter le temps, c'est qu'on a une opportunité unique d'être à un endroit où seulement depuis 4 ans ce protocole existe et on va pouvoir commencer à développer des applications. Des applications qui vont permettre, comme l'a expliqué Gonzague, de pouvoir faire que l'on puisse dire qu'une propriété a été transférée. Je vais vous prendre des cas très concrets. On pourrait imaginer des applications qui permettent de gérer tout simplement ce que font les notaires, qui consiste à dire qu'une propriété va être divisée, va être partagée entre plusieurs personnes, et on va pouvoir prouver que l'on a cette propriété. Donc on peut inventer de nouveaux systèmes qui, bien sûr, révolutionnent la façon dont on travaille aujourd'hui, mais qui permettent de représenter et de transférer de façon sécurisée cette propriété. On pourrait imaginer demain
que les pouvoirs publics utilisent ces systèmes-là pour faire radicalement descendre les coûts, donc la dépense publique, de façon à gérer, par exemple, je sais pas moi, les cartes grises. Ça n'a aucun sens d'avoir des systèmes compliqués qui gèrent tout ça, alors qu'on a aujourd'hui une technologie qui nous permet de gérer le fait que cette voiture appartient à monsieur A et puis demain elle appartient à monsieur B. On peut le faire en 1 seconde avec le protocole Bitcoin et le coût de développement serait relativement faible pour faire ceci, en tous les cas bien moins grand que les coûts d'exploitation de tous ces systèmes informatiques qui font ça aujourd'hui. On a des opportunités très grandes devant nous. On peut imaginer qu'une propriété, ça peut être le fait que je donne mon vote à quelqu'un. Parce que le problème du vote électronique, c'est qu'on a besoin d'un tiers de confiance qui va attester que tous les votes sont arrivés. Et donc, du coup, ça marche très mal. En réalité, ça marche très peu. Mais on a ici l'opportunité d'avoir un livre qui nous permet de savoir qui a voté sur quoi et instantanément donner les résultats d'une élection. Ça va être des technologies qui vont exister, sur lesquelles des gens travaillent déjà, pour permettre de mettre en place des nouveaux systèmes qui sont basés sur un logiciel open source, qui est un bien commun de l'humanité, et sur lequel on va venir développer de nouvelles applications, de façon à faire descendre le coût très fortement de choses que l'on fait aujourd'hui, de façon un petit peu onéreuse. Et puis voilà, l'argent public ira peut-être plus à l'éducation ou à d'autres choses qu'à faire fonctionner des systèmes informatiques que l'on peut faire fonctionner pour beaucoup moins cher. Une question pour vous, maître. Ce qu'on évoque là, c'est-à-dire un petit peu le futur du Bitcoin, ça vous paraît concrétisable? J'imagine qu'il va y avoir pas mal de barrières avant que demain, en gros, les autorités disent OK pour le Bitcoin et les cartes grises, par exemple. À toute révolution, il faut avoir la révolution juridique qui est à côté. Et aujourd'hui, je l'ai dit au tout début, on ne sait pas ce que c'est que le Bitcoin. Et heureusement, quelque part, on hésite entre plusieurs types de définitions. Et pour dire les choses simplement, en droit, on distingue ce qui est matériel d'immatériel, on distingue un bien d'un droit. Le Bitcoin, comme d'autres choses d'ailleurs, se rapprocherait plus plutôt de ce qu'on appelle un bien numérique. Et c'est important, bien numérique, parce qu'il y a le mot bien et il y a le mot numérique. C'est-à-dire, s'il y a un bien, je peux en être propriétaire, avec tout ce que cela veut dire au sens juridique du mot. Mais si c'est numérique, c'est parce qu'on voit bien qu'on n'est pas dans l'approche traditionnelle de notre code civil, mais pas que, depuis 1804, c'est-à-dire quelque chose comme un immeuble, ou un droit corporel ou incorporel. Donc, on change de mode de raisonnement. Et tout ce qu'évoque Philippe va conduire à un moment, et il faudra que le législateur qui, pas immédiatement, parce qu'il faut laisser un peu de temps, mais s'emparera assez vite du sujet des biens numériques. Il y a une création de richesse et de valeur par derrière absolument gigantesque pour le pays qui arrivera à trouver justement le cadre juridique qui permettra de donner de la valeur à ces biens numériques. Mais ça veut dire qu'on est à l'aube de la création d'un nouveau type de bien dans nos codes. Et ça, il faut un peu de temps quand même. Il faut un peu de temps parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça, parce que, comme le disait Philippe, si demain je divise un bien et que oui, j'emploie déjà ce mot-là, je divise quelque chose et que j'estime que quelque chose, j'en suis propriétaire, mais ce quelque chose, il est numérique. Mais la seule chose, c'est comment je vais m'assurer de cette propriété, comment je vais la prouver, cette propriété, quel élément de preuve je vais apporter. Si elle disparaît, elle peut disparaître, si on me la hack quelque part. Donc, on voit bien que la création de tout ce monde-là va passer à un moment par une révolution juridique. Alors elle sera locale, elle sera globale, j'en sais rien, elle commencera forcément locale. Et ce qu'on entreaperçoit, c'est cette notion que déjà des parlementaires ont évoquée, de bien numérique. Et là, on aura besoin d'avoir cet encadrement juridique pour permettre ces développements, parce que personne, moi en tous les cas, je n'aurai pas confiance dans quelque chose où, à l'heure du numérique, je vais calquer une qualification juridique du 19e siècle. Ça n'a pas de sens. Je me posais juste une question. Après, je prends des questions, c'est promis, pour terminer cette conférence. Juste une question que je me pose. Pardon, je la pose. C'est idiot peut-être, mais je la pose quand même. La puissance de calcul, c'est bien la base du protocole, on est d'accord. Ça se fait c'est sur la puissance de calcul des ordinateurs. Oui ou non? C'est une des briques, une des composantes, oui. Qu'en est-il demain quand on portera tous des Google Glass, quand on dématérialisera un petit peu Internet et les protocoles de transfert d'IP à IP, voire même du portable qui va disparaître? Qu'en est-il ce jour-là du Bitcoin? Le protocole a besoin d'un réseau. Donc il utilisera le réseau. Et peu importe le device sur lequel on... Il a besoin d'un réseau. Voilà. Okay. Donc il est indépendant de beaucoup d'autres couches.
En un sens, c'est peut-être une nouvelle couche du réseau. Ça appartient à la couche applicative, mais c'est une forme d'extension en fait, de ces couches. Mais il a besoin des autres couches, quelles qu'elles soient. Si les couches sont différentes, on peut les changer par d'autres. Sur les preuves de travail, c'est pareil. Les preuves de travail, si elles venaient, parce que ça peut faire partie de la question Marion, c'est dire si on venait à découvrir que le protocole, la méthode de crypto qui est utilisée, le SHA 256 qui est utilisé pour l'instant, s'il venait à être brisé par des nouveaux algorithmes, par des nouveaux ordinateurs, dans ce cas-là, on pourrait croire que tout le Bitcoin pourrait tomber. À ce moment-là, d'ailleurs, nos cartes grises ne fonctionneraient plus, d'ailleurs, mais non plus. Mais les cartes bleues, je suis encore carte grise. Les cartes bleues ne fonctionneraient plus non plus à ce moment-là. Mais dans ce cas-là, on pourrait remplacer, dans le protocole Bitcoin, par un autre algorithme qui serait, dans ce cas-là, plus pertinent à ce moment-là. Donc, il est relativement indépendant des technologies qui sont utilisées et il est au-dessus des autres. Il a besoin d'un réseau pour fonctionner, ça c'est sûr. Hein. Il a besoin d'un réseau. Donc, on peut imaginer qu'à cette époque-là, un autre réseau remplacera le réseau Internet. Ok, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, il utilisera ce nouveau réseau. D'accord. Je vais prendre des questions. Là-bas, hop, c'est parti. Je voudrais revenir sur le Bitcoin et la crise financière. Vous avez cité l'exemple de Lending Club. Maintenant, Lending Club est géré par les pires banquiers qui nous ont menés tout droit à la crise. Et ce sont les fonds d'investissement et les banques qui investissent plus de 50% de la valeur de l'argent qui est prêté sur Lending Club. Et pour le Bitcoin, je trouve que le Bitcoin a plein de qualités, mais je trouve ça un peu... pas trompeur parce que je pense que les gens sont adultes, mais quand même je trouve que c'est dommage de gommer les aspects totalement durs du Bitcoin, qui est que c'est une monnaie hautement spéculative, qu'il y a des gens, vous l'avez dit, les hedge funds ont investi énormément dans le Bitcoin et donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour en maintenir la valeur et pour spéculer comme d'habitude sur le dos des petits épargnants. Donc je pense que c'est important d'être lucide là-dessus. On peut peut-être gagner avec eux, mais on peut aussi perdre contre eux. Parce que les hedge funds, ils ont quand même un record qui est fameux. C'est un peu le prix de la liberté, vous avez raison. La liberté, oui, hein. voilà. Mais donc je trouve que c'est simplement raison. pour qu'on soit tous lucides là-dessus. Si on parie sur le Bitcoin, aujourd'hui, on fait un pari hautement spéculatif et on n'est pas en train d'aider les cordonniers Quelle serait iraniens. votre proposition pour améliorer ceci ? Moi, je pense que le système peut s'améliorer, comme vous l'avez dit, avec la régulation progressive, régulation qui va entraîner des coûts et qui va réduire certains des avantages du Bitcoin, mais pas tous. Mais par exemple, est-ce que vous proposeriez qu'un hedge fund, d'ailleurs c'est très difficile à qualifier un hedge fund, c'est un fonds spéculatif, 4 personnes dans une salle deviennent un hedge fund à partir du moment où ils font un métier qui est un métier dont on a besoin aussi dans la finance pour obtenir une liquidité du marché. Donc, oui, ça c'est l'argument qu'eux ils invoquent. Non, c'est une réalité. On a aujourd'hui aussi besoin de mouvements sur Bitcoin pour obtenir une liquidité. On estime qu'il y a 20% de l'argent des hedge funds qui est vraiment investi pour hedger les risques des entreprises. Bien sûr, je disais simplement qu'on en a besoin. 80%, c'est autre chose. Je disais qu'on en a besoin aussi. On a besoin aussi de liquidité. 10 fois mais je vous l'accorde. Je vous dis simplement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous voulez par exemple que l'on dise je dis pas ça, on interdit à une certaine population de ne pas utiliser. Je pense qu'on ferait mieux de se concentrer sur réglementer les hedge funds ailleurs, dans l'autre finance, qui représente encore le plus gros de l'économie. Je voulais simplement dire que... Non mais parfait, c'était un autre sujet. Donc, bien sûr. Il est important de parler de la valeur hautement spéculative du Bitcoin et du fait que en ce moment, c'est ce qu'on appelle une valeur spéculative, une stored value, moins qu'une monnaie d'échange. Alors, c'est une valeur spéculative justement parce que ça a de la valeur aussi, je pense. Maintenant, c'est un bon débat. Mais comme tout ce qui a de la valeur, il y a de la spéculation qui se greffe dessus. La spéculation a de mauvais côtés parce qu'elle peut faire perdre beaucoup d'argent à certains, gagner beaucoup à d'autres. Mais elle permet aussi, et c'est amusant de s'en rendre compte en étant dans l'activité de Bitcoin, que la spéculation permet d'apporter de la liquidité sur les marchés et finalement de maintenir des niveaux de prix un peu comparables sur les différents marchés dans le monde, dans une certaine mesure. Alors, une autre question, Oui, bonjour, Maxime Deval-Roger, distributeur, e-commerçant.
J'avais une question concernant la fiscalité, parce que si on vend des produits à l'international, qu'on est payé en bitcoin, c'est assez intéressant a priori pour nous commerçants, mais que va dire l'État américain si je vends un produit à un Américain? Voilà, première question, puis après j'en ai deux autres assez... La TVA déjà? TVA ou TVA ou même l'impôt sur le revenu. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir une filiale sur. Je peux vous faire le résumé et après les deux spécialistes vont reprendre le relais. Il y a en gros trois sujets. On a un sujet qui est un sujet de TVA, sales tax aux États-Unis. Donc ça c'est le premier sujet. On a un deuxième sujet qui est d'imposition sur les plus-values. Qu'est-ce qui se passe si vous avez fait des plus-values. Et on va voir un troisième sujet qui sont les bénéfices que vous auriez pu faire dans d'autres transactions. Donc sur les deux premiers sujets, sur le premier sujet TVA, vous n'échappez pas à la loi parce que vous avez accepté des bitcoins, donc vous payez votre TVA, notamment si vous avez vendu en France, et tout ce que vous payez aujourd'hui comme TVA, vous allez le payer, et l'État américain demande la même chose. En l'occurrence, vous êtes exempté de TVA dans la plupart des cas. Si vous aviez une TVA due, vous la devez. Point. Sur ce qui est des sujets en fait de la plus-value, aujourd'hui, on est dans un flou artistique, donc on peut dire qu'on n'a pas de règle qui nous est donnée. La seule chose, c'est que quand on comprend la façon dont ça fonctionne, les plus-values que vous faites aujourd'hui sur le Bitcoin doivent être déclarées comme une entreprise dans les BNC, parce que c'est un petit peu la clause balai dans la fiscalité aujourd'hui pour mettre tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qui n'a pas été régulé jusqu'à maintenant. Donc vous devez un impôt là-dessus. Et le troisième sujet, c'est à titre personnel. Oui, vous devez des impôts aussi. Vous êtes censé déclarer les plus-values que vous avez faites et donc passer par le fourche coding de l'IRPP et de l'ISF à l'intérieur de ces sujets-là, et qui rentrent également dans le cadre plus ou moins des valeurs mobilières ou des choses sur lesquelles vous aurez pu faire des profits. Tout ça est un petit peu aujourd'hui flou, parce que justement, contrairement aux États-Unis, contrairement à l'Allemagne et l'Angleterre, nous n'avons pas reçu de la part du gouvernement et du ministère des Finances d'instructions claires sur qu'est-ce que l'on doit faire de l'ensemble de ces revenus, si revenus il y a eu. Et l'association, en tous les cas, qui représente en fait les industriels un petit peu du Bitcoin, en fait les boîtes du Bitcoin, eh bien réclame, et on l'a fait plusieurs fois dans la presse, et qu'on ait une position claire sur ce sujet, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc on fait par défaut, on utilise par défaut un certain nombre de règles qui ne fonctionnent pas toujours. Sur la TVA, peut-être tu peux rajouter quelque chose? Moi, ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous recevez un paiement en Bitcoin pour un bien, a priori, vous allez le convertir en euros. Et donc, ce qui compte, c'est que vous allez utiliser finalement Bitcoin comme un moyen de paiement, mais vous allez encaisser en euros. Puisque ça sera notre métier, nous, de convertir les Bitcoins que vous aurez reçus en euros au prix de votre produit. Donc, vous aurez finalement un encaissement en euros à déclarer classiquement en euros. Vous pouvez décider de recevoir votre paiement pour moitié en euros, pour moitié en bitcoin. Et à ce moment-là, je vous laisse discuter avec votre comptable pour savoir comment vous intégrez les bitcoins dans votre compta. Et juste une deuxième question. Si l'intérêt premier du bitcoin, c'est de la confiance entre deux acteurs, et que c'est la preuve mathématique qui joue le rôle de confiance, pourquoi le bitcoin a-t-il une valeur? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas poser la question autrement, pourquoi la parité n'est-elle pas fixe? La parité, elle peut pas être fixe. Il n'y a pas de parité fixe avec l'or. La parité fixe, ça n'existe pas. Donc, pour gommer l'aspect spéculatif et faire reposer l'intérêt du Bitcoin uniquement sur un... Parce que c'est libre, ça vaut ce que les gens sont prêts à acheter, comme l'immobilier ou comme les titres de Twitter. C'est libre. Donc il n'y a pas de raison de le fixer. Le fixer, ce serait de dire... Puis c'est pas le Bitcoin qui monte, c'est l'euro qui descend. Est-ce que la question n'est pas, est-ce que la transaction peut utiliser le protocole Bitcoin sans utiliser le Bitcoin en utilisant juste le protocole pour une transaction de devise? Non. Sur le réseau Bitcoin ne circulent que des Bitcoins et pas des euros. En revanche, je pourrais décider de dire, mais alors là, pour le coup, ça requiert un grand niveau de confiance avec mon interlocuteur, de dire, je t'envoie 10 millièmes de Bitcoin, mais ça vaut 10 millions d'euros. Ce serait simplement un accord bipartite en disant, je fais ça. Mais bon. Ça ne vaudrait... La question, c'est pour le marchand, comment il fait pour couvrir le risque. Si la question, c'est comment couvrir le risque de volatilité du Bitcoin, c'est j'accepte les Bitcoins, je les transforme en euros et j'ai couvert mon risque. Voilà, ça c'est la façon la plus simple de couvrir ce risque-là. Allez, une dernière question.
Je voulais vous demander par rapport, il y a des nouvelles monnaies qui émergent un peu sur Internet qui sont basées sur le Bitcoin. Moi, je pense au Dogecoin parce que je connais et c'est des gens sur Internet qui ont commencé ça comme une blague un peu et puis ils ont réussi à sponsoriser quand même à hauteur de $55 000 un coureur pour le NASCAR. Et j'aimerais savoir, ces monnaies-là, est-ce que c'est aussi possible d'avoir une place pour eux? Est-ce qu'il y a un avenir pour elles? Est-ce que ça peut concurrencer le Bitcoin, etc.? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elles existent et il y en a plusieurs centaines aujourd'hui. Il y en a une dizaine qui émergent un petit peu dans le Doge, le Litecoin et compagnie. Je pense qu'elles ont vocation à exister de plus en plus. Je pense qu'il faut faire encore plus attention avec ces altcoins qu'avec Bitcoin parce que les marchés sont encore plus manipulables. On ne sait pas s'il y a un niveau de sécurité suffisant justement pour ne pas modifier des transactions et elles sont souvent portées par pour le coup, par des démarches assez marketing et donc sans doute très spéculatives. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, en dehors de celles qui ont des caractéristiques très particulières comme le Darkcoin et autres, mais sur celles qui sont créées un peu partout sur la planète, souvent elles sont créées dans un but spéculatif en disant voilà, je vais créer ma monnaie, je vais en parler massivement pendant 10 jours, avec un peu de chance ça va prendre et je vais devenir milliardaire en une semaine. C'est tout à fait possible, mais c'est un risque qui est décuplé par rapport à celui qu'il y a sur Bitcoin, parce que Bitcoin, le risque est quand même de plus en plus réparti sur l'ensemble des utilisateurs. Sur ces nouvelles niches, on n'est pas à l'abri d'un marché trop manipulable. C'est plus risqué, je pense. Pour la communauté des développeurs et des hackers, le sujet des altcoins, c'est super important aussi parce que ça permet de faire des tests, ça permet de faire des choses sur un certain nombre de monnaies sur lesquelles l'impact est moins grand que sur celui du Bitcoin. Donc c'est un peu cynique de dire ça, mais c'est simplement pour dire que ce sont aussi des champs d'expérimentation comme l'est le Bitcoin, mais sur lesquels on peut faire par exemple, tester des attaques, tester des choses sur d'autres monnaies, sur lesquelles il y a un très faible impact réel en termes de changement de valeur ou de risque, parce que les valeurs sont très très faibles. Donc c'est aussi un intérêt pour la communauté, je voulais le signaler. Merci à nos 3 invités pour cette conférence sur le Bitcoin, merci beaucoup. Et merci à l'école 42 de nous avoir reçus. Merci, à la prochaine, ciao.